Vincent est un garçon étonnant qui est parmi les plus jeunes de la soirée. Il est né en 1987. Et Vincent, tu as beaucoup voyagé quand tu étais jeune. Alors, que faisaient tes parents et où as-tu voyagé? Alors, mes parents étaient diplomates et j'ai beaucoup voyagé en Asie, en Malaisie. J'ai vécu 4 ans en Malaisie et en Colombie pendant 4 ans aussi. Voilà. Et après, tu as posé tes valises en Europe, quoi? J'ai commencé par poser mes valises en Colombie d'abord et puis après à Paris, effectivement. Alors donc, Vincent, donc lui, il est passé par l'école centrale électronique. Après, donc, tu as fait également un doctorat en informatique. Et puis, pendant cette période-là, tu es parrainé par Veolia qui te sponsorise. Tu vas créer tes premières vraies entreprises en Europe. Oui, c'est ça. Bon, j'espère qu'il n'y a personne de Veolia dans la salle, hein, parce qu'effectivement, j'ai utilisé ce tremplin pour créer ma première entreprise qui s'appelle Metron. Metron directement en C'est 2014? Metron en 2014, c'est ma première entreprise. Enfin, c'est pas la première entreprise, mais c'est celle que j'ai faite juste après mon doctorat, effectivement. Parce qu'un doctorat, c'est très long. Et il faut trouver une idée quand même pour le terminer. Et puis, créer sa boîte, c'est une bonne idée pour se motiver pour le terminer cette thèse. Ils étaient au courant, Veolia, ou pas? Non. Maintenant, ils le sont. Alors, Metron, quel était ton métier originel et quel est-il aujourd'hui? Parce qu'en 2014, ce que fait Vincent, c'est extrêmement précurseur. C'est ça. Donc, on accompagne les grands groupes industriels à réduire leur consommation énergétique. Donc, alors, il y a 9 ans, quand j'ai dit ça, personne n'écoutait vraiment. Hein, pour être très honnête. Depuis 2 ans, c'est un petit peu différent. Mais du coup, on a fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Parce que dès que vous passez les Alpes, par exemple, vous allez en Italie, du coup, la facture énergétique, c'est pas du tout la même qu'en France. Si vous allez en Allemagne aussi, c'est la même chose. Si vous allez un peu plus loin en Asie, c'est extrêmement variable. Et si vous allez en Amérique latine, déjà, l'accès à l'énergie est plus compliqué. Donc, du coup, on a fait énormément de chiffre d'affaires à l'étranger. Et donc, nous, on a apporté cette expertise. Alors, ce que l'on fait concrètement, c'est qu'on a développé un logiciel qui est capable de capter toutes les informations d'une usine et qui est capable de dire aux opérateurs devant leur machine comment baisser la consommation tout en produisant la même chose à la même qualité. Donc ça a l'air extrêmement simple comme ça, mais derrière, c'est beaucoup de technologie. Et donc c'est ce qu'on a créé il y a 9 ans. Et aujourd'hui, on fait partie des French Tech, tout ce que tu veux. Voilà. Et ton premier client, parce que maintenant, ça bon, t'es connu, t'es riche, mais à l'époque, t'étais pauvre. Qui a été le premier client? Je suis toujours pauvre. Je suis toujours pauvre. On va procéder à une quête, maintenant on profite, Vincent. Je suis potentiellement riche, mais très pauvre dans les faits. C'était qui le premier client, Vincent? Le premier client, c'était le groupe C'est Moi, qui est resté avec nous client pendant 8 ans. Ils sont restés clients avec nous. C'est dans une usine à Bourbourg, à côté de Dunkerque. Voilà. Donc on est parti là-bas, on a présenté un peu notre projet et on est tombé sur un responsable d'usine suffisamment fou pour nous faire confiance. On a même vendu le projet, ce qui était incroyable pour nous. On est reparti, on s'est dit, mais il est complètement taré. On a présenté un PowerPoint de ce qu'on voulait faire. Il a dit, c'est exactement ça que ça tombe bien. OK. Et donc pendant 6 mois, on a développé la solution sur l'usine. On a bouffé énormément de chocolat parce que tous les opérateurs nous présentaient, alors ça c'est ma machine machin. Voilà, goûte. OK, goûte. Voilà. Donc on a passé pendant 6 mois. C'est pour le boulot. Exactement. Donc du coup, le chocolat, c'est vrai qu'après, j'en avais un petit peu jusque-là. Mais Et aujourd'hui, donc, tu as sorti un peu du chocolat. Donc, qui sont tes clients? J'ai plein de chocolatiers encore. Non, Valrhona, client de Metron, effectivement, le groupe Savencia. C'est Bourgoin. Exactement. Et non, j'ai des ArcelorMittal, donc des gros industriels. J'ai des Eramet, donc dans plutôt la partie mine. J'ai Bell, donc tous les produits agroalimentaires. Je fais à peu près toutes les industries. On est déployé dans plus de 30 pays à travers 10 filiales à travers le monde. Et aujourd'hui, donc l'entreprise de chiffre d'affaires pour la France, ça correspond encore en pourcentage, hein? En pourcentage, on est plutôt autour de 50% aujourd'hui du chiffre d'affaires. 50%. Depuis, en 1 an et demi, on est passé de 20% à 50% du chiffre d'affaires en France, avec ce qui s'est passé l'année dernière. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu connais bien le milieu industriel, tu fréquentes beaucoup d'industries. Le prix de l'énergie, ça fait flamber les choses. On était la semaine dernière avec Guy Talouette, qui était l'ancien patron d'Aura, qui a racheté les faïenceries de Gien. Il pleure parce qu'il a multiplié par 4 sa production. Et des gens qui font de la porcelaine, il y en a aux 4 coins du monde, notamment en Iran. C'est dramatique, ça. C'est-à-dire soit on les aide, soit ils crèvent. C'est exactement ça. En fait, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que tout l'été, on a eu des appels d'industriels qui nous ont dit on aimerait réduire notre consommation de 50% pour le mois prochain. Donc, toute technologie qui existe sur cette terre ne permet pas de faire ça. Je préfère de préciser, il n'y a aucune magie, c'est même un logiciel, c'est une boîte à outils. Donc du coup, même ChatGPT ne sait pas faire ça. Donc, donc du coup, ça a été très compliqué l'année dernière avec les industriels. Et il faut s'attendre à ce que l'année qui arrive, donc là on est en été
plus ou moins tout va bien, mais ça va quand même commencer un petit peu à être compliqué. Mais dès cet hiver, le gaz va rechuter, en tout cas nos stockages, et il y a toujours une guerre, donc du coup, c'est compliqué de s'approvisionner. Donc le prix va rester très haut encore très longtemps. Et pour les industriels, c'est un énorme problème de compétitivité, surtout qu'aux États-Unis ou ailleurs, ils sont appelés très fortement. Donc c'est aujourd'hui très compliqué. Je crois que cette semaine, enfin mercredi, il va y avoir la loi de l'industrie verte qui va être présentée, et Metron a participé. Tu verras des bouts de texte dedans où Metron est cité, parce qu'on donne beaucoup d'avis sur les choses, qu'on est sur le terrain. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont besoin de beaucoup de retours. Je vais rester poli. Au niveau, au niveau distribution, tu as des partenaires importants, internationaux, avec notamment une présidente, Sylvie, qui sera notre invitée dans peu de temps. Exactement. Donc aujourd'hui, depuis plus de 3 ans, Dalkia, donc une filiale de groupe EDF, vend notre technologie à tous leurs industriels. Engie aussi en France. On a Enel en Italie, Edison en Italie. On est en train de signer un gros contrat avec PTT, donc ça c'est en Thaïlande, c'est l'équivalent de Total en Thaïlande. Au Japon avec NTT Facilities, donc qui est un gros opérateur télécom, mais aussi avec Fujitsu, avec Omron. Donc on a des immenses partenariats comme ça à travers le monde, avec des très grosses entreprises qui utilisent notre technologie parce qu'elle est, en 9 ans, a été une technologie un petit peu de pointe. Et on est, c'est vrai, un petit peu en avance sur le sujet. Donc du coup, on en profite. On essaie de prendre des parts de marché. On court vite. Et tout ça avec une centaine de collaborateurs. Donc ça bosse, ça bosse, ça bosse. Le profil, c'est quoi? Que les ingénieurs, des sachants qui bossent avec toi? Beaucoup d'ingénieurs, effectivement. Peut-être un peu trop. Effectivement, ça se prend trop un petit peu la tête. Qui d'ingénieurs ici, juste pour voir ceux qui sont en trop? Voilà, donc, bon, il faut de tout. Donc du coup, beaucoup d'ingénieurs, effectivement. D'ingénieurs en énergie. On est en train de lancer une chaire universitaire avec l'ENSAM, donc l'École des Arts et Métiers. Donc tu verras prochainement avec le président, on est en train de lancer sur l'industrie du futur et donc l'économie d'énergie. L'objectif, c'est de former les techniciens, en plus des ingénieurs, à cette transition énergétique, parce que c'est eux qui sont en face des machines et c'est eux qui ont les meilleures idées en fait, pour optimiser la consommation énergétique et du coup décarboner l'industrie, qui est le sujet. Et donc du coup, nos profils, c'est vraiment très technique, très ingénieur. Voilà. Alors, certains disent, notamment dans le Sud, que la plus belle ville du monde, c'est Marseille. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal. Ouais, effectivement, c'est pas mal. Donc, je vis à Marseille le lundi, vendredi et le week-end, et le reste à Paris, effectivement. Mais tu étais supporter de l'OM ou du PSG au début? J'étais supporter de ma femme, qui m'a dit... Au sens anglo-saxon du terme. Exactement, qui m'a dit, moi je descends, toi tu fais ce que tu veux. J'ai dit, bon, bah ok, allez, descends, voilà. Et alors toi qui aimes bien la bonne bouffe, le bon vin, tes 2-3 bons souvenirs de dégustation, de gastronomie ou de restaurant, ou alors un verre de vin qui t'a ému, après on te demandera avec qui? Alors... Je vais sortir un petit peu du lot parce que je sais que je peux pas être au niveau sur le vin par rapport à toi. Donc je vais sortir de la compète. Et j'ai goûté avec les discussions que j'ai eues avec nos chers amis japonais des sakés extraordinaires. Très bien. À Hiroshima, j'ai goûté un saké qui est aux feuilles d'or. C'est le saké qu'a bu Obama et Abe sur place. Donc c'est pour la signature du contrat qu'on a fait. C'est très bon. C'est que j'avais goûté des très mauvais sakés. Ouais. Et j'ai goûté des très bons sakés. Là, tu as une vraie différence, quoi. Et là, j'ai compris que j'avais goûté de la merde, effectivement. J'ai vu qu'on s'était bien foutu de ma gueule. Et ça a été une vraie découverte pour moi. Bon, le capital du groupe de Metron, donc aujourd'hui, tu as levé donc, au total une 50aine de millions d'euros. Donc, qui sont les euros actionnaires? Est-ce que c'est facile en France, quand on est dans la tech comme toi, de continuer à exister depuis quelques mois? En ce moment, c'est pas très facile, effectivement. Ouais, c'est un peu la réalité du monde de la tech. Alors, je vais en profiter, puisque tu me donnes l'occasion un peu de démystifier un certain nombre de choses, parce qu'on a beaucoup d'a priori sur la French Tech. Soit on soutient très fortement, soit on déteste, parce que c'est vrai qu'on peut être considéré comme des gros frimeurs. Dès qu'on lève du pognon, on publie un peu de partout. Et le métier, c'est de il faut être sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai, soyons honnêtes. Et alors, il faut savoir qu'on nous pousse énormément à publier ces informations, parce que les gens qui nous financent disent, mais non, mais il faut qu'on puisse le placarder de partout. Donc on nous pousse très fortement à faire ces promotions. Moi, au capital, j'ai BNP Paribas, donc les fonds propres de la banque, qui est le plus gros actionnaire de Metron, qui détient 15% du capital. J'ai aussi l'ensemble des pétroliers de la Terre, à peu près. Donc j'ai Total, Shell, BP, qui ont fait un fonds en commun, donc ils ont investi dans Metron. J'ai aussi des grands industriels comme Paris Moratoglou et David Corchia, qui sont les fondateurs de RN Group, qui sont des
des personnes très respectées dans le monde de l'énergie. Et puis après, j'ai d'autres particuliers comme Philippe Varin ou Philippe Berthorotière, le patron de GTT. Belle signature. Donc j'ai des beaux noms, des belles signatures. Ça fait des boards pétillants, c'est génial. Mais en même temps, effectivement, la French Tech en ce moment ou la start-up dans son ensemble, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a plus d'accès du tout aux capitaux. Ouais, vraiment. En fait, il y avait un déversement des fonds sur les États-Unis pendant très longtemps. Et comme ils avaient à peu près inondé tout le marché américain, ils sont passés sur l'Europe. Et donc ça, c'est 2021-2022. Et là, le marché s'est complètement retourné. À partir du moment où SVB, donc la banque américaine, a fait faillite, derrière, c'est eux qui finançaient une bonne partie des fonds américains. Derrière, on ne le voit pas, mais tous ces fonds-là ont commencé à complètement fermer les robinets. Et donc, d'ici, je pense, la fin de l'année, il y aura beaucoup de startups qui vont être dans des situations assez compliquées. Possiblement, ou sauvés au dernier moment, ou rachetés, ou vendus, etc. Vous allez voir de très belles histoires sur LinkedIn et autres, comme quoi tout est sublime. Mais c'est chaud, c'est chaud. C'est très compliqué. Mais en même temps, c'est, je dirais, équilibré dans le sens où on a eu accès à énormément de financement facile. Et donc, le contre-coup, c'est quand c'est moins facile, bah, du coup, c'est aussi violent que positif. Il faut juste l'accepter, quoi. Il ne faut pas se regarder et dire ah mince, mais j'ai plus accès à de l'argent. Il faut être capable d'être résilient. Donc avant les questions, mon cher, tu vas l'être de Thierry. Première question. Tancred aussi. Et la troisième, c'est Jean-François. Voilà, question. Toi, à titre personnel, il me semble que tu n'as pas créé ta première boîte en France. Tu l'as créée en Colombie. Et tu avais une boîte extrêmement festive. C'est le problème, c'est qu'il nous invite à dîner. Il nous arrose. Et puis après, il récupère ça pour... en plus, il s'en souvient. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais un peu plus jeune? Alors, oui, j'ai commencé mes études en Colombie, ce qui est assez atypique, mais j'ai commencé mes études à l'étranger plutôt que de les faire à la fin, en licence d'électronique et d'informatique en Colombie et de physique. Et pour payer mes études, tout ça, il fallait trouver un boulot. Et j'ai toujours entrepris depuis le début. Donc je trouvais que trouver un boulot, c'était chiant. Alors que monter sa boîte, c'était beaucoup plus drôle. Porteur de valises en Colombie, c'est cool. Exactement. Donc du coup, j'ai créé une boîte d'événementiel en Colombie, c'est vrai. Du coup, c'était très cool d'avoir un Français qui organisait ses soirées en Colombie. C'était très mondain, comme ce que tu es en train de faire. En fait, finalement, c'était très cool. C'est un peu Bogota. Je faisais un peu ce que tu faisais, voilà, exactement. Sauf que tu sais, Bogota, Marseille, c'est à peu près le même combat aujourd'hui. Et du coup, on a créé cette société avec un associé colombien et on l'a revendue à une société qui était à Miami. Donc tu étais devant la porte, tu disais toi oui, toi non, ça c'est jouissif ça, non? C'est ça exactement. De ce côté-là. De ce côté-là, jusqu'au moment où effectivement il y a les tueurs à gages qui rentrent avec leurs flingues, etc. Et là, j'ai découvert une nouvelle facette de la Colombie. Et bon, voilà, après je me suis dit, je suis peut-être un peu trop jeune pour mourir, il y a d'autres trucs à faire. Donc du coup, je suis rentré en école d'ingénieur, très classique, à Paris. La vraie histoire, c'est que BNP ne voulait pas investir chez Metron. Hein, c'est sa première histoire. Donc la vraie histoire, c'est que j'ai essayé de faire rentrer Veolia au capital de la société en me disant, ils me connaissent, on se connaît. Doctorat, voilà, la thèse, financement, tout ça, création de boîte. Ça, erreur de débutant. Bon, j'ai créé ma boîte à 26 ans, donc j'ai fait les erreurs très vite. Là, tu as 35 ans, là? J'ai 35 ans. Oh là là. Et beau, du coup, j'ai fait l'erreur de me dire, ils me connaissent bien, on fait un super produit, les gens sont contents, Veolia fait de l'énergie. Bon, voilà. Et ils ont beaucoup étudié la société pendant 12 mois. Et puis, ils ont attendu que j'ai plus d'argent. Et au dernier moment, ils ont dit, bon, bah voilà, écoute, tu n'as plus d'argent. Et du coup, on accepte que tu nous rejoignes avec cette société pour rien. Et puis, c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc, moi, ça a été un peu la douche froide. Et du coup, j'avais 2 semaines pour me retourner. Voilà, j'avais plus du tout de sous. Ils avaient bien attendu le dernier moment et moi j'avais été assez stupide pour croire les messages. Promesse. Et donc du coup, BNP avait dit, bah, du coup, comme tu n'as plus d'argent, parce que les gens qui n'ont plus d'argent sont beaucoup moins sexy. Hein, c'est beaucoup moins intéressant. C'est dans le fonds d'investissement, c'est quand tu n'as pas besoin d'argent qu'il faut lever beaucoup de pognon. Ouais. Et donc du coup, là, ils m'ont dit, c'est bien, mais tu es plus sexy, donc du coup, on ne va pas venir. Et du coup, ça m'a réveillé le côté entrepreneur en moi qui m'a dit, bon, bah, perdu pour perdu, tapis, on y va. On a 2 semaines pour trouver à peu près 3 millions d'euros.
Et je savais que j'allais pas les trouver en France parce qu'il n'y a personne d'assez rapide pour faire ça. Donc je suis allé en Angleterre. T'es pas allé en Russie comme Marie, non? Non, mais on a une filiale en Russie qu'on a fermée. Il n'y a pas d'autres histoires là-dessus. Mais globalement, là, on est allé en Angleterre. On est allé voir des fonds d'investissement anglais. On leur a parlé de la situation. Ils ont adoré le concept. Ils ont trouvé qu'on avait la capacité d'aller loin. Et donc, ils nous ont mis des conditions horribles pour financer ce truc-là. Et je lui ai dit, c'est pas grave. Je les démontrerai avec la levée de fonds d'après, quand je serai rentré BNP, pour le coup. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ils sont venus, ils ont mis 3 millions sur la table. Et puis, Veolia en 15 jours. Voilà. Et Veolia a dit, bon, alors, c'est bon, vous êtes mort? Je dis, bah non, j'ai levé mon pognon, tout va bien. Ouais, ça a été l'enfer. Et au final, BNP est revenu et a dit, bon, tu as survécu à ça, j'investis. Et donc là, je leur dis, non, c'est 30% de plus. Et donc, c'est comme ça que j'ai... Exactement, donc c'est comme ça que j'ai fait rentrer BNP. Donc finalement, c'est un jeu de drague très violent et très agressif. Et je crois, quelque part, que plus on est agressif, plus tu fais rentrer des plus gros. À un moment donné, ils se projettent. Donc il y a aussi une question d'humain. Soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Donc on ne peut pas dire c'est BNP, c'est les personnes derrière qui adhèrent ou pas au truc et qui sont prêts à le défendre derrière. Voilà. Merci Vincent, et on passe à table. Merci Vincent.